Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être fidèles et toujours plus nombreux à suivre notre magazine santé Réfoy. Tout le monde, quel que soit son âge, se souviendra de ces années Covid, d'une épidémie d'une autre époque survenue pourtant au XXIe siècle. Elle a concerné toute la planète pendant 3 longues années, a fait entre 5,5 millions et 15 millions de morts selon les sources, n'est toujours pas terminée même si la période aiguë, avec ses réas pleines et ses 3 confinements, semble derrière nous. Qui mieux que le professeur Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis, membre de l'Académie de médecine, auteur en collaboration avec Pierre Haroche, chercheur en sécurité européenne à l'INSERM de « Les citoyens ont le droit de savoir » aux éditions Fayard, pouvait décrypter l'événement hors du commun que nous avons vécu et en tirer les leçons pour l'avenir. Professeur Crémieux, bonjour. Bonjour. Et je vous laisse entre les mains pour l'entretien du docteur Serge Rafale, que je n'ai pas salué, mais à qui mon affection va tout de droit. Bonjour Nicolas. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Merci Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Professeur Crémieux, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir à nouveau dans un contexte fort heureusement plus paisible que la dernière fois. Je me souviens, c'était il y a 2 ans, une toute autre époque qui nous paraît irréelle et bien lointaine à présent. Nous étions en plein fog anglais puisqu'un variant venait d'apparaître au Royaume-Uni et nous vous demandions s'il allait franchir le Channel. Vous aviez, fidèle à une ligne de conduite à laquelle vous n'avez jamais dérogé alors que vous avez été très sollicité par les médias, répondu à mes questions sans langue de bois par une formule qui vous caractérise, parler vrai sans vouloir rassurer à tout prix. Et c'est bien sûr cette démarche que vous avez adoptée pour cet ouvrage très complet au titre explicite, Les citoyens ont le droit de savoir, aux éditions Fayard, coécrit avec Pierre Haroche. Professeur Crémieux, nous n'aurons pas le temps d'aborder les 30 chapitres qui le composent. Nous allons néanmoins tâcher de comprendre l'événement exceptionnel que nous avons subi et suivi au jour le jour, revenir sur les hésitations, les erreurs, les bourdes qui ont été commises, et voir ensemble les leçons qu'on peut en tirer pour la prochaine fois, qui est, dites-vous, inévitable, mais qui risque d'être différente et imprévisible. Oui, tout à fait inévitable et malheureusement imprévisible. C'est aussi les leçons de cette crise que d'avoir bien montré ce que l'on était capable de faire en termes scientifiques et ce que la science n'était pas encore capable de connaître, de prévoir. Et c'est vrai que le livre démarre en montrant que nos sociétés modernes sont extrêmement vulnérables aux maladies infectieuses. On va peut-être en reparler. On sait qu'il y aura une prochaine pandémie, mais malheureusement, on ne sait pas encore prévoir quel sera le micro-organisme à l'origine de cette pandémie, ni quand elle surviendra. Et on l'a vu, jamais, même des gens comme moi qui étaient très investis dans la crise sanitaire, le risque sanitaire, n'auraient pu prévoir que le monde serait bouleversé par une crise d'une intensité et d'une durée pareille. Je rappelle, on est actuellement... C'est la plus grave depuis un siècle en temps de paix. C'est la plus grave crise en temps de paix depuis un siècle. On est maintenant à 20 millions de morts présumés, puisque c'est en fait le nombre vous allez plus loin que Nicolas. Nicolas disait entre 5 et 15 millions. On est maintenant à 20 millions de morts et 150 000 pour la France, ce qui est des chiffres qu'on n'aurait évidemment pas imaginés avant. Et là, autre chose qui n'était pas imaginable, évidemment, c'est le confinement. On en reparlera. Jamais nous n'avions imaginé, aucun plan n'avait imaginé qu'on pourrait arrêter la planète. C'est exactement ce qui s'est passé en demandant à l'ensemble de la planète de se confiner pour arrêter un micro-organisme. Encore une fois, ça ne faisait partie d'aucun plan de réponse à une pandémie. Et la troisième chose, c'est la durée. La durée est
assez exceptionnelle, c'est-à-dire qu'on a eu 3 ans de crise, on est sorti de cette crise, vous le savez, finalement assez récemment, hein. La fin de la crise a été annoncée par l'OMS en mai 2023, hein, c'est-à-dire il y a quelques mois. Donc ça veut dire plus de 3 ans de crise. Or finalement, les crises qui servent de référence, les pandémies qui servaient de référence jusqu'à aujourd'hui, c'était la pandémie grippale, c'était le SRAS, quelques mois. La grippe aviaire, qui d'ailleurs n'a jamais entraîné de pandémie, la grippe H5N1. La grippe H1N1 qui, elle, a entraîné une pandémie finalement beaucoup moins grave que ce que l'on pensait en 2009, mais là aussi, qui a duré quelques mois. Même Ebola, qui ne touche pas, mais qui constitue quand même des crises pour les pays en Afrique, c'est quelques mois. Et finalement, ce qu'on appelait jusqu'à aujourd'hui la mère de toutes les pandémies, qui était la pandémie de 1918, qui servait jusqu'à aujourd'hui de référence, n'a duré, et on pourrait le dire maintenant, c'est étonnant de le dire, n'a duré qu'un an. N'a duré qu'un an avec 3 vagues. Ce qui paraît, par rapport à ce qu'on vient de vivre, extrêmement bref. Donc vous voyez qu'on était loin, même en regardant très loin jusqu'en 1918, d'imaginer qu'une pandémie puisse à ce point-là nous déstabiliser et nous obliger à des mesures qui, elles aussi, étaient inenvisageables avant la pandémie pendant pratiquement 3 ans. Vous dites on est plus vulnérable pour 2 raisons principales, l'intensité des échanges internationaux et le vieillissement de la population. Oui. Curieusement, ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est pas d'aujourd'hui qu'on sait que les grandes épidémies peuvent bouleverser la planète. On le sait. Enfin, tout le monde a la référence qu'on a, c'est, je parle pas du siècle dernier, je parle des siècles derniers. Exactement. La peste noire qui a fait baisser la population de l'Europe de façon considérable. Mais ça s'est allé sur 2-3 ans, mais pour une autre raison. C'est simplement parce que ces épidémies, eh bien, elles diffusaient au rythme des moyens de transport de l'époque. Les moyens de transport de l'époque, c'était le cheval. Et donc, les épidémies, certes, s'étalaient sur plusieurs années, mais c'est qu'elles atteignaient les pays les uns après les autres. Et une des premières vulnérabilités... Donc, le sida a été évidemment un événement majeur en termes de pandémie, mais rappelez-vous, le sida finalement a atteint les pays relativement progressivement, et en plus, comme c'est une infection qui met longtemps à se développer chez une personne, finalement, certes, ça a été catastrophique en termes humains, mais ça a été une épidémie qu'on a vécue sur des années. Et qu'est-ce qui a fait comprendre tout à coup que le monde moderne était vulnérable à un petit virus qui se transmettait par voie respiratoire? C'est le SRAS. C'est le SRAS de 2003 qui, en l'espace de quelques jours, a diffusé d'un hôtel de Hong Kong dans toutes les parties du monde. Il a suffi d'un seul patient, le fameux docteur K, qui était infecté et qui a séjourné à l'hôtel Métropole, pour qu'en 3 jours, le virus atteigne le Canada, le Vietnam et Singapour, et ensuite l'ensemble des pays. Pourquoi ? À cause de l'intensité et de la rapidité des moyens de transport. Et cette brutalité, le virus prend toujours le moyen de locomotion le plus rapide. Absolument. Et c'est pas moi qui l'explique, c'est Netter, Arnold Netter, qui était un grand médecin, qui a écrit son traité sur la grippe et qui déjà s'étonnait au début du 19e siècle, enfin du 20e siècle, en 1905, en disant dans son traité, aujourd'hui, les pandémies grippales vont beaucoup plus rapidement, mettent beaucoup moins de temps à couvrir finalement la planète, parce qu'elles prennent le train. Donc on voit, ça c'est une vulnérabilité considérable. Donc qui a été, je dirais, vraiment révélée par le SRAS. Et vous savez qu'à la suite du SRAS, l'OMS a écrit son bilan en disant comment se préparer aux nouvelles pandémies. SRAS, la vulnérabilité dévoilée. Et la deuxième vulnérabilité du monde moderne, eh bien, c'est
le vieillissement de la population. Le Covid qui nous l'a révélé. Car c'est le vieillissement sur les personnes à risque de la population. Ce sont les personnes qui ont des comorbidités, qui survivent aujourd'hui, alors que simplement il y a 40 ans, elles n'auraient jamais survécu. Ce sont les personnes immunodéprimées qui survivent aujourd'hui, alors qu'elles n'auraient jamais survécu il y a seulement 20 ans. Ces personnes qui ont été touchées de façon massive par le Covid, et vous savez que le simple facteur âge fait multiplier par 10 quand on a 80 ans par rapport à 50 ans le risque de mortalité, ce facteur-là qui nous rend vulnérables aux infections, et en particulier aux infections respiratoires, a été totalement dévoilé par le SARS-CoV-2. Avec 80% des décès chez des plus de 60 ans. Maintenant que nous avons les vaccins et que la population a acquis une bonne part d'immunité, pratiquement, on est à 70 à 80% de personnes qui ont plus de 70 ans qui décèdent. Et ça, là aussi, c'est une vulnérabilité que nous connaissions, je dirais, infectiologues, parce que, par exemple, la résistance aux antibiotiques atteint plus les personnes vulnérables, âgées, mais qui n'avaient jamais été démontrées comme ça à l'échelon planétaire. Et ça joue pour un autre facteur qui est très important, dont on parle moins, mais qui est très important, c'est que ça joue en termes de conséquences de ces pandémies, mais ça joue aussi en termes de facilitation de l'implantation d'un micro-organisme de l'animal à l'homme. Parce que vous savez, ces maladies, ces infections qui sont à l'origine des pandémies, pourquoi elles sont à l'origine des pandémies? Parce que ce sont des nouveaux agents infectieux que l'homme n'a jamais rencontrés. Et d'où ils viennent? De l'animal. Et pour qu'ils entraînent une pandémie humaine, il faut qu'il y ait un passage de l'animal à l'homme. Or, ce passage, on le sait, il est aussi facilité par le fait que le virus va rencontrer des personnes au système immunitaire affaibli, et ce qui facilitera aussi son implantation chez l'homme. Et finalement, la troisième vulnérabilité du monde moderne, c'est celle-là, c'est-à-dire que à la fois par nos changements de mode de vie, mais aussi par le fait que nous sommes une population plus fragile que celle qui vivait il y a un siècle, on va faciliter et parce que la population est beaucoup plus dense, on va faciliter la transmission de micro-organismes de l'animal à l'homme dans le monde moderne. Donc on a construit une société moderne qui à la fois, et on va j'espère en parler, a répondu remarquablement bien en termes scientifiques à ce défi, mais qui, au fond, par ce même progrès scientifique, crée sa propre vulnérabilité. L'autre facteur, professeur Crémieux, c'est que les pays occidentaux, vous écrivez, ont sous-estimé la crise. Alors, il y a deux facteurs. C'est d'une part, nous n'étions pas prêts. Or, effectivement, c'est étonnant. On n'ait pas été prêts, puisque comme je vous l'ai dit, il y avait eu cette crise. Il y avait eu le SRAS de 2003, qui était un coronavirus qui avait diffusé rapidement dans la population. Heureusement qu'il n'avait donné que 8000 victimes et 800 décès, ce qui paraît incroyable par rapport à ce qu'on vient de vivre. Ce SRAS, je vous l'ai dit, l'OMS s'en est saisi pour dire il faut se préparer à une pandémie. Donc on aurait pu imaginer qu'on était prêt à combattre un virus respiratoire, que nous avions tiré les leçons du SRAS. Eh bien le problème, c'est qu'en réalité, après le SRAS, l'OMS a effectivement préparé un plan et demandé aux pays de préparer un plan de lutte contre la pandémie. Mais contre quelle pandémie? Non pas le coronavirus à l'origine du SRAS, mais la pandémie grippale. Et finalement, cette erreur d'appréciation de la dangerosité des coronavirus a fait que notre système de réponse s'est plaqué
sur le plan de réponse à la pandémie grippale et a été à l'origine de nombreuses erreurs. Ce plan de pandémie grippale, il ne prévoyait pas de test. Pourquoi ? Parce que la grippe, c'est symptomatique, il y a des symptômes, on n'a pas besoin de test pour voir les gens qui ont une grippe. Donc on s'est retrouvé sans test. Ce plan de pandémie grippale ne prévoyait pas de tester, tracer, isoler, parce qu'au bout d'un certain temps, le passage du virus grippal d'un individu à l'autre est trop court pour que ça serve à quelque chose d'essayer de rattraper les chaînes de contamination. Donc nous n'avions pas d'armée de terrain capable de faire du traçage. Vous dites, nous étions en retard d'une guerre. Voilà. Et ce plan de pandémie grippale, évidemment, prévoyait qu'on laisse entrer le virus avec cette stratégie d'atténuation, c'est-à-dire on va faire l'immunité naturelle, et qu'il ne fallait pas l'arrêter, c'est-à-dire confiner. C'est ce qu'on a fait dans tous les pays occidentaux. On s'est trompé de plan. Et là, je trouve que c'est une erreur qu'on aurait pu éviter, parce que je l'avais déjà dénoncé. C'est une erreur classique, que j'avais déjà dénoncé dans mon précédent livre qui datait de 2009, qui s'appelait, sur les crises sanitaires. Gouverner l'imprévisible, absolument. C'est une erreur classique, tellement classique que même les militaires, je dirais, l'applique pour une autre crise qui est finalement la guerre, puisqu'il y a une phrase célèbre d'Eisenhower qui dit, face à, non pas une crise, il parle de situation, presque de crise en termes de guerre, face à une crise, on est forcément devant quelque chose d'imprévu et d'imprévisible et d'inconnu. Et donc, la première chose à faire, c'est de prendre les plans qui sont en haut de l'armoire et de les mettre à la poubelle. C'est-à-dire, surtout pas d'essayer de répondre par un plan écrit à l'avance, parce qu'on est devant un phénomène qui est forcément invisible et que l'enjeu, ça va être de s'adapter. Ça va être de s'adapter aux connaissances qu'on va avoir au fur et à mesure, et surtout de rester, si vous voulez, avec, je dirais, une évaluation en temps réel et une évaluation, je dirais, qui est complète, en n'essayant pas de minimiser la gravité de la situation. Et vous expliquez qu'en fait, cette inertie est liée à la peur d'annoncer de mauvaises nouvelles, ce qui retarde les mesures efficaces. Alors, vous prenez pour exemple le match OL-Juventus, et le lendemain, on interdit les rassemblements de plus de 5000 personnes. Première erreur qu'ont fait les gouvernements occidentaux, que n'ont pas fait les gouvernements qui avaient été confrontés au SRAS, qui, eux, connaissaient le coût de ne pas savoir affronter l'imprévisible, parce qu'ils avaient été confrontés, si vous voulez, au SRAS, avec la nécessité d'inventer, de construire leur défense en temps réel. Ça, c'est la première erreur, et on l'a payé très cher. Pas seulement nous, les Anglais, comme je l'ai dit, tous les pays européens, parce que il y a eu, ça a été reproché aussi au gouvernement anglais d'avoir plaqué son système de réponse sur le plan pandémie grippale. Et la deuxième erreur est là aussi, qui figure dans mon livre de 2009, Gouverner l'imprévisible. C'est bien pour ça que le livre s'appelle Gouverner l'imprévisible, c'est pour accentuer sur le fait que bien sûr, on a affaire à quelque chose d'inconnu et il faut donc affronter cet inconnu. La deuxième erreur, c'est de vouloir rassurer. Vouloir rassurer, c'est l'erreur que font tous les gouvernants. Face à une situation qui les désarçonne complètement, qui les plonge justement dans cet inconnu, qui désarçonne aussi, il faut bien le dire, leurs scientifiques, parce que comme c'est un phénomène nouveau, on n'a évidemment pas les clés en main, le plan de réponse idéal. Eh bien, le premier réflexe qu'ils ont, et c'est vraiment quelque chose de connu et de classique, c'est d'abord de vouloir rassurer la population, et se rassurer eux-mêmes d'ailleurs, parce que c'est une façon de se... Et finalement, cette attitude est à l'origine, là aussi, des principales erreurs qu'on fait, c'est-à-dire le déni. Le déni a été illustré de façon, je dirais,
très étonnante dans cette crise, c'est-à-dire que on voyait, nous étions tous face à la Chine, où on voyait, je dirais, les hôpitaux se construire, les médecins nous prévenir en direct sur les lignes, sur les revues en ligne scientifiques, et sur les plateaux de télévision, qu'est-ce qu'on entendait ? Ah oui, mais c'est une grippe, nous on saurait faire. Quand c'est arrivé en Italie, pareil. Voilà, même à Bergame, en disant mais le système italien mal préparé. Pareil, c'était à notre porte. Eh bien, qu'est-ce qu'on entendait sur les plateaux de télévision ? Oui, mais c'est les Italiens. Ils ont un système décentralisé. Ils ont commis l'erreur d'interdire les avions en ligne directe, donc ils savent pas qui est infecté ou pas. Quand ils recherchaient de façon désespérée le fameux patient zéro à l'origine de l'épidémie dans les hôpitaux de Bergame. Et puis, de toute façon, c'est l'Italie, ils sont très en retard sur nous, sur la préparation. Ce déni-là nous a coûté très cher. Rappelez-vous ce président italien le président du Conseil italien qui nous suppliait de le croire en disant mais mes hôpitaux sont saturés, on est obligé de donner de l'oxygène à nos patients sur les parkings. Ce déni nous a coûté extrêmement cher. La deuxième erreur qui est toujours induite par cette volonté de rassurer, c'est la cécité. C'est incroyable de savoir que très vite les experts chinois qui ont été absolument remarquables dans cette partie-là ont analysé l'épidémiologie, finalement les patients qui voyaient, ils nous ont dit attention, il y a 20% de patients qui ont des pneumonies qui nécessitent de l'oxygène. Et qu'est-ce qu'on a retenu en France ? Que 80%. On a retenu il y a 80% de patients qui ont des formes minimes. Et simplement, quand les 20% de patients sont arrivés pendant la première vague en France et qu'il a fallu mettre sous oxygénothérapie tous ces patients, dont 5% en réanimation, on s'est aperçu que nos hôpitaux étaient totalement débordés. Et enfin, la troisième chose, c'est cette comparaison qui a été incessante. On va systématiquement comparer par rapport, justement, à ce fameux risque qu'on connaît. C'est la grippe. C'est pas plus grave que la grippe. C'est pas seulement en France qu'on a entendu ça. Le président des États-Unis, est-ce qu'on confine pour une simple grippe ? On va chercher un risque qu'on connaît, qu'on maîtrise, on va faire une comparaison et on va se tromper, comme je vous l'ai dit. Nous avons affaire à une nouvelle maladie qu'il va falloir prendre en charge. Et donc ça a été à l'origine du retard, et en particulier du retard du confinement. Pas seulement, encore une fois, en France, dans la plupart des pays occidentaux. Et c'est vraiment une erreur qu'il ne faut pas refaire. Voilà, un ouvrage d'utilité publique pour montrer combien vous croyez en la science, en l'homme. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les citoyens ont le droit de savoir. Et on se retrouve après une pause salutaire, juste après le journal de l'info. Juste le temps d'aller donner quelques croquettes à notre pangolin et d'aller dans le frigo se servir une petite Corona, mais Virgin Corona, bien sûr. À tout de suite sur Radio J. Serge et Nicolas Rafal. Radio J. De retour, voilà, dans le studio de Radio J, après la pause et le journal des infos pour continuer la discussion avec le professeur Anne-Claude Crémieux, avec Pierre Haroche. Les citoyens ont le droit de savoir chez Fayard. Covid-19, pandémie et crise sanitaire. On continue la discussion. Serge Rafal, vous vouliez réamorcer la discussion avec une Oui, vous avez, question. Vous avez, professeur Crémieux, planté le décor. Je voulais qu'on dise un mot des variants qui ont représenté une surprise, en tous les cas, pour le public, peut-être pas pour la scientifique que vous êtes. Et ensuite, sur les vaccins qui ont effectivement été à l'origine d'un débat ininterrompu. Alors les variants, vous avez raison, hein, là aussi on a énormément progressé, grâce d'ailleurs à l'intuition d'une scientifique anglaise qui avait tout de suite compris qu'il fallait être capable de décrypter les variants en ayant des capacités de séquençage génomique importantes. Ce qu'on ne faisait pas systématiquement. Ce qu'on ne faisait absolument pas, d'autant plus que, comme d'habitude, les scientifiques nous avaient dit, les spécialistes du coronavirus nous avaient dit non, ce virus ne mute pas parce
est-ce qu'il a un système de réparation des erreurs de recopiage. Vous voyez qu'il n'y a pas que les politiques qui restent sur des notions et qui s'arc-boutent sur des connaissances en refusant de regarder finalement avec des biais pour regarder ce qui se passe. Ce virus est apparu comme étant capable de mutations très importantes avec 2 directions, l'augmentation de la transmissibilité, c'est ce qui s'est passé en 2020 quand on a mis des barrières, y compris le confinement, pour éviter qu'ils se transmettent d'une personne à l'autre. Donc je dirais il a essayé d'échapper à ces barrières en étant plus transmissible, c'est le cas du variant anglais. Et puis après, quand l'immunité de la population a augmenté, qu'est-ce qu'il a fait finalement pour échapper à cet environnement défavorable? C'est ce que font les micro-organismes, essayer d'échapper à un environnement défavorable. Eh bien, il a augmenté sa résistance immunitaire. Le prototype, c'est Omicron, c'est la fin de l'année 2021. Mais ce qu'on a appris, et ça c'est vraiment, je dirais vraiment quelque chose qu'on a appris avec cette crise, c'est que ce processus d'évolution était très rapide. Auparavant, personne ne pensait qu'un virus pandémique pouvait évoluer aussi rapidement, donner des mutations aussi importantes et aussi rapides. C'est tellement vrai que ce dont on s'est aperçu, c'est qu'au fond, c'est quoi une vague pandémique? Un changement de variant. Et ben voilà. En fait, on va caricaturer un peu, mais c'est vraiment, c'est ça. Une vague égale un variant. Et vous dites, il y a eu 7 vagues, 7 variants. 7 vagues, 7 variants, et à peu de choses près, c'est exactement ça. Or, lorsqu'on a regardé la pandémie de 1918, il y a eu 3 vagues, et les scientifiques nous disaient, ces 3 vagues trop rapprochées, de 2 ou 3 mois, c'est pas possible que ces 3 vagues soient liées à 3 variants différents. Maintenant, on le sait, le virus échappe à nos systèmes de défense, immunitaire ou confinement, barrière, et de façon à pouvoir de nouveau entraîner une vague. Donc, un progrès spectaculaire dans la compréhension de ce que c'est un phénomène pandémique. Le vaccin. Là, je vous ai dit, le virus va vite. Il va vite, il mute vite, il s'adapte vite à notre environnement. Avant de parler des vaccins, professeur Crémieux, là, actuellement, on a eu donc la longue période d'Omicron, on a Eris qui est devenu majoritaire, et puis Pirola qui commence à inquiéter certains pays, avec en particulier des hospitalisations en Israël. Alors, si on veut continuer sur les mutants, il n'a pas fini de muter. Or, là aussi, ça nous étonne. Pourquoi? Parce qu'on était arrivé maintenant depuis 1 an au fait que, au fond, depuis 2 ans, nous avons Omicron. Omicron s'est installé en décembre-janvier 2021. Et depuis 1 an, nous avons les descendants d'Omicron d'une branche qui s'appelle XBB 1.5. Donc voilà, on allait vers une certaine, je dis pas stabilité, mais en tout cas une diminution de cette capacité de mutation du virus que l'on pensait lié au fait que la barrière immunitaire, que le bouclier immunitaire avait augmenté, rendant plus difficile cette adaptation du virus, expliquant ce ralentissement dans la mutation. Et là, qu'est-ce qu'on vient de voir? Pirola. Plus de 30 mutations. 30 mutations. Et ça nous étonne vraiment. Alors attention. Pirola n'est pas forcément une forme bien adaptée. On va le savoir si ça évolue. Pirola, 30 mutations, qu'est-ce qui nous a évidemment inquiété? C'est que ces 30 mutations lui permettent un échappement immunitaire, un saut finalement immunitaire très important qui puisse enfoncer notre barrière de protection, notre bouclier de protection. Et peut-être d'échapper au vaccin dont on va parler. Voilà, les premiers résultats, alors de façon assez étonnante, sont plutôt rassurants. Certes, il augmente un peu son échappement immunitaire par rapport à son prédécesseur XBB 1.5, mais finalement assez peu. D'un facteur, je vous le dis, entre 1 et 3, alors que ce que l'on redoutait, c'est l'équivalent d'Omicron, c'est-à-dire entre 30 et 50. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc, on est vraiment, je dirais, fort heureusement rassuré par maintenant 4 études qui vont dans le même sens. Il n'a pas une capacité d'échappement très importante et il reste sensible, d'après les tout premiers résultats, au vaccin dirigé contre XBB 1.5. D'autre part, on ne sait pas très bien comment il va diffuser. Donc c'est ça qu'on regarde. Est-ce qu'il va prendre l'avantage
par rapport à XBB 1.5, ou est-ce que finalement, il est pas assez, je dirais, avantagé en termes d'échappement immunitaire ou de capacité de transmission pour prendre la supériorité sur XBB et son descendant donc, que vous avez cité, c'est-à-dire Pirola. EG5. Je suis vers les noms, c'est plus facile à retenir. EG5. On va le savoir, mais je dirais l'élément positif, c'est que même s'il entraînait une vague, on reste avec un variant pour lequel nos armes, c'est-à-dire le vaccin, permet d'augmenter les anticorps, de renforcer notre immunité, de continuer finalement à renforcer cette barrière immunitaire qui nous permet d'éviter les formes graves. Et donc, ce que ça veut dire concrètement pour vos auditeurs, c'est à ce jour, le vaccin qu'on vous propose en octobre est efficace et toutes les personnes à risque, soit par l'âge, soit par les facteurs de risque, doivent se faire revacciner pour rester très bien protégés contre les formes sévères. Ce qui intéresse nos auditeurs, c'est la saisonnalité peut-être. Est-ce que le virus a une saisonnalité? Est-ce qu'il intervient en saison et puis donc sur le comportement des gens? Alors, qu'il soit saisonnier comme la grippe, à ce stade, ça n'a pas l'air évident parce qu'on a quand même des réaugmentations en période hors automne-hiver. Mais ce qu'on espère quand même, c'est que finalement, progressivement, on ait quand même un schéma qui se rapproche des saisons hivernales des autres virus, c'est-à-dire plutôt un renforcement hivernal qui nous permet de bien cadrer la période pendant laquelle les personnes doivent être au maximum de leur immunité, c'est-à-dire vaccinées. Je vous ai coupé tout à l'heure sur les vaccins. Je voudrais quand même ce que je veux dire, c'est que le virus a largement, vous voyez, enfin, il s'adapte, il va très vite, et cette vitesse-là nous a vraiment mis sous contrainte. Mais ce qui a été extraordinaire pendant cette crise, c'est la rapidité de réponse des scientifiques. Je vous l'ai dit, en termes de communication, 24 heures après ce que constatait la Chine, nous l'avions, nous, en préprint sur nos bureaux. Donc on a pu nourrir ces connaissances et les injecter dans notre façon de prendre en charge les patients, bien sûr. Mais ce qui a été extraordinaire, évidemment, c'est le vaccin. Le vaccin en moins d'1 an, alors que tout le monde... Tous les scientifiques disaient 2 ans, 3 ans... on était à une échelle de 10 ans avant. Il faut être très clair. Entre le moment où on invente un vaccin et on produit, c'était une échelle de 10 ans. On est passé à une échelle de 1 an. Et vous savez que l'objectif, c'est 3 mois pour un vaccin pandémique. Et ça, c'est une accélération que personne n'avait imaginée, qui a été rendue possible, il faut bien le dire, par l'ARN messager, dont vous savez qu'en dehors de son efficacité, ce processus de fabrication permet une accélération très rapide. Et en même temps, ça a fait peur au début de l'épidémie. Enfin, cette rapidité de disposer d'un vaccin avec une technique qui était une technique ARN et pas les vaccins atténués qu'on connaissait, a fait très très peur. Vous avez raison. Et je voudrais simplement souligner sur la rapidité de la réponse scientifique, parce que moi même je m'en étonne. On parle du vaccin, du variant Pirola le 17 ou le 18 août. L'OMS nous parle du vaccin Pirola le 18 août. Nous sommes aujourd'hui quasiment mi-septembre, 1 mois après. Je vous cite déjà 4 études sur l'efficacité des vaccins et la réponse immunitaire. C'est incroyable. Je veux dire, vous n'imaginez pas à quel point c'est une accélération d'avoir 4 études sur la réponse immunitaire à ce nouveau variant en 4 mois, c'est incroyable. Bon. Oui, bien sûr que les gens, le caractère nouveau vaccin, l'ARN messager, qui avait déjà été pas mal étudié, vous le savez, mais avec des vaccins qui s'étaient arrêtés en phase initiale, c'est-à-dire qui n'avaient pas été produits parce qu'on n'en avait pas besoin, a pu susciter la défiance au départ. C'est normal de se dire c'est nouveau, on ne sait pas tout. Mais là encore, moi je salue, si vous voulez, je dirais l'adaptation de la population aux contraintes qui ont été imposées. Vous avez vu à quel point la population s'est adaptée au confinement, s'est adaptée au port de masque. Et sur le vaccin, nous étions partis de 40% de personnes qui disaient qu'elles allaient se faire vacciner en décembre 2020, c'est-à-dire avant qu'on ait... juste au moment où on a eu
le premier vaccin qui a été essayé, qui a été administré, on est arrivé en juin, c'est-à-dire 6 mois après, à 80% de personnes qui étaient d'accord pour se faire vacciner. Et bien sûr, le pass sanitaire a accéléré, et tant mieux, parce que ça a sauvé des... A accéléré. Les gens disaient « je veux le faire », mais ils ont accéléré, a incité les gens à le faire rapidement. Et ça nous a fait aussi gagner cette bataille de la vitesse, parce que on l'a vu, c'est une course de vitesse. Un mot sur les jeunes, le rapport des jeunes, de la jeunesse à la Covid. On a dit partout qu'il n'y avait jamais eu autant de dépression chez les jeunes, de burn-out, et puis même de comportements encore plus ultimes que ça, liés à cette épidémie. Est-ce qu'on les a sacrifiés? Vous citez André Comte-Sponville qui déclare « j'en pleurerais ». Est-ce qu'il faudrait vraiment vacciner les enfants qui ne font pourtant pas de forme grave? Non, alors deux choses. D'abord, il a été beaucoup dit sur les jeunes, et notamment pendant la crise, rappelez-vous, les jeunes sont irresponsables, les jeunes sont à l'origine de la recrudescence, et moi je me suis énormément élevé contre ça, car c'est faux. C'est faux, et on peut le démontrer. Les jeunes ont été magnifiques. Enfin, on peut pas parler, c'est difficile de parler des jeunes, mais la population jeune a été magnifique pendant cette crise, parce qu'elle a compris qu'en réalité, effectivement, à un moment donné où nous n'avions pas le vaccin, il fallait arrêter la transmission du virus, et ils ont joué leur rôle alors même qu'ils n'étaient pas à risque. Ils ont mis des masques autant que la population plus âgée. Ils se sont fait vacciner très rapidement, plus rapidement que la population de plus de 60 ans. Ils ont fait des tests quand ils sont allés voir leurs parents ou leurs grands-parents pendant les fêtes. Et en fait, c'est pas une surprise pour moi, parce que je travaille dans la prévention, j'ai beaucoup travaillé dans la prévention du VIH, dans le tabac, dans la prévention du tabac là-dessus, et je savais, en fait, la prévention, elle passe par les jeunes. Et là, on l'a vu, ça a été impressionnant, alors que même, ils ne risquaient pas, dans l'immense majorité des cas, je dirais, leur vie, ils ont joué, je dirais, leur rôle de solidarité avec la population âgée. Et ça, il faut vraiment le souligner. Ils ont joué ce rôle, et ils ont plus souffert que les autres générations de cette crise, vous l'avez dit, d'abord parce que en termes, je dirais, de vie sociale, en termes de vie professionnelle, en termes de chômage, en termes de troubles psychiatriques et d'insomnie, et ils ont énormément souffert. Aujourd'hui, on considère qu'avec la vaccination qu'ils ont eue, en général 3 injections, ils ne sont pratiquement plus à risque. Je dirais la population qui n'a pas de facteur de risque, non, pratiquement plus à risque de forme sévère, et que ce n'était pas nécessaire d'entretenir la vaccination chez eux. Ce que vous dites, professeur Crémieux, parce qu'on a envisagé effectivement la vaccination des plus jeunes, et certains disaient non, la vaccination, le rappel qui sera à notre disposition à partir du mois d'octobre, est réservé uniquement pour les populations à risque. Il n'est pas réservé. Un jeune qui, pour des raisons X ou Y, qui n'a pas de facteur de risque, mais il veut quand même se faire vacciner, a parfaitement le droit de le faire, mais simplement, il est fortement recommandé pour les personnes à risque. On sait que les jeunes sont très peu touchés par les formes sévères. On sait que la plupart d'entre eux ont été infectés et ont eu en général 2 ou 3 injections. Donc ils ont une forme d'immunité hybride qui est déjà de bonne qualité. Juste avant de céder la parole au docteur Vladimir Mitz qui nous a rejoint dans le studio, une dernière question et on se retrouvera après pour les 5 dernières minutes, promis de questions. Le zéro Covid, est-ce que vous êtes pour la fermeture des frontières, par exemple ? Alors, je pense que sur le zéro Covid, c'est très clair. Le bilan que j'en ai tiré, c'est que le zéro Covid a été formidable pendant toute l'année 2020 où on n'avait pas de vaccin, car ça a permis effectivement d'arrêter le virus, de diminuer par 25 les décès dans les pays qui ont appliqué le zéro Covid en 2020. Par rapport aux pays qui n'ont pas réussi à l'appliquer essentiellement parce qu'ils n'avaient pas les moyens de tester, tracer, isoler, mais qu'effectivement, il ne faut pas louper la transition dès qu'il y a le vaccin. C'est le vaccin qui devient essentiel et que certains pays zéro Covid ont payé cher le fait de ne pas avoir commandé suffisamment de vaccins. Allez, tout de suite, c'est la chronique du docteur Vladimir Mitz et on se retrouve après pour les dernières questions. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Bonjour docteur Vladimir Mitz. Bonjour à tous. Très honoré et très impressionné par votre présence ici et par votre action surtout. Les maladies nosocomiales, vous nous parlez de ça aujourd'hui. Comment est-ce que les patients peuvent attraper un microbe
quand ils sont opérés? Alors, moi, je suis chirurgien et en général, dans cette rubrique, j'apporte un peu de gaieté, de joie. On se dit, se faire opérer, embellir, c'est quand même très agréable, ça change la vie. Mais il y a une réalité qui m'a frappé depuis très très longtemps, parce que je suis élève de Raymond Villain, qui était un homme qui a fondé SOS Main, mais qui aussi était passionné par les microbes. Il a fait des films, Nos amis les microbes, il a fait beaucoup d'études sur l'écologie microbienne. Et au cours de mon exercice professionnel, voilà que surgit le spectre des maladies nosocomiales. Ce sont des maladies qui consistent pour des patients à attraper une infection pendant leur hospitalisation dans un hôpital ou dans une clinique. Et ces infections sont graves, ça représente à peu près un patient sur 18. Par exemple, il y a à peu près 4500 cas par an et un certain nombre de ces cas sont mortels. Et au moment du Covid, cette quantité de maladies nosocomiales a doublé parce qu'il y avait aussi la contamination par le virus de la Covid. Et ces maladies nosocomiales ont donc entraîné dans toutes les cliniques et les hôpitaux la création d'une sorte de prévention qu'on appelle le CLIN, qui est donc des comités de lutte contre les maladies nosocomiales. Alors, je voudrais avoir un petit peu votre opinion sur comment est-ce qu'on peut progresser, où est-ce qu'on en est dans cette lutte contre cet infiniment petit virus et aussi microbes. Mon chirurgien que vous êtes, je ne vais pas apprendre finalement tout ce qui a été mis en place pour lutter contre ce qu'on appelle les infections du site opératoire, c'est-à-dire des infections qui surviennent au moment où on opère le patient, parce que la bactérie, en général évidemment il s'agit d'une bactérie, va rentrer dans la plaie qui est faite, l'incision qui est faite pour pouvoir opérer. Donc là il y a eu un grand nombre de mesures qui sont toute l'asepsie autour de l'intervention, la préparation de l'opéré, et je dois dire, et là je reviens vers un domaine qui m'est extrêmement cher, tout ce qui concerne l'antibioprophylaxie. Tout ça a permis de faire chuter les infections du site opératoire de façon extrêmement importante. Mais il n'y a pas que les infections du site opératoire, il y a tout ce qui... il y a d'autres infections, les infections pulmonaires en réanimation chez les patients intubés, les infections du cathéter, c'est-à-dire de la perfusion qu'on met en place chez les patients qui ont besoin de cette perfusion. Il y a eu énormément de progrès qui ont été faits, dont un qui est très emblématique d'ailleurs, que vous connaissez tous. C'est l'hygiène des mains par les solutions hydroalcooliques. Le fait qu'on se frotte les mains systématiquement et que maintenant tout le monde a appris à le faire, on se nettoie les mains dans les hôpitaux régulièrement quand on passe d'un patient à l'autre, fait qu'on a fait chuter les infections qui étaient redoutées dans les années 80 à ce qu'on appelait le staphylocoque doré. Vous vous rappelez, de façon très importante, parce que on ne le transporte plus sur les mains. Donc oui, il y a un grand nombre de mesures qui sont prises, et avec d'ailleurs il y a eu aussi des décisions politiques, ça a été de rendre publiques ces mesures et qu'elles interviennent dans l'accréditation des hôpitaux. Donc oui, il y a des progrès et il y a des incitations fortes pour les établissements à travers ce tableau de bord des infections nosocomiales, à travers cette accréditation qui va regarder précisément ce qui est fait pour lutter contre les infections nosocomiales, à améliorer ça. Un petit mot, puisqu'on parle du Covid. Moi, j'étais frappée et vraiment du fait que, certes, on connaissait bien les infections nosocomiales bactériennes, on connaissait bien les infections bactériennes liées au Covid, les infections virales liées au Covid nosocomial, puisqu'on les a surveillées. Les infections grippales, beaucoup moins bien. On ne sait pas quel est le pourcentage de patients aujourd'hui qui sont atteints d'une grippe nosocomiale dans les hôpitaux. Et donc, on vient de mettre, avec l'INSERM et MIE, l'ANRS et MIE, on vient de faire mettre en place une étude pour justement essayer de chiffrer ces infections nosocomiales virales, Covid,
grippe et puis ce qu'on appelle le VRS, c'est-à-dire la bronchiolite, pour mieux protéger les patients. Et vous savez qu'une des manières de protéger, c'est le masque. Le professeur Crémieux, Vladimir parlait de l'antibioprophylaxie. C'est une législation qui impose cette antibioprophylaxie. En quoi ça consiste pour nos auditeurs ? Alors l'antibioprophylaxie est une obligation. L'anesthésiste, au moment de l'intervention, doit injecter une dose d'antibiotiques très particulière. En général, ils sont peu allergisants, mais une enquête qui est faite préalablement. Et si le patient était allergique à ce type d'antibiotique, on lui injecte un autre antibiotique, de façon à ce qu'au moment de l'opération, au moment de cette fragilité de la plongée dans l'inconscience, ces médicaments arrivent à diminuer la prolifération microbienne. Alors ensuite, quand le patient se réveille, se pose la question de savoir, faut-il continuer ou non des antibiotiques ? On dit maintenant que les antibiotiques, c'est pas nos amis et que c'est pas la peine d'être très lourd en prescription antibiotique. Pourquoi ? Parce que les antibiotiques provoquent des résistances. Et que plus on provoque de résistance, et bien plus on va succomber à d'autres affections, notamment les champignons, qui sont vraiment un drame absolu dans tous les services de réanimation. Mais pour ce problème-là, je voulais aussi évoquer la souffrance des patients. Parce que là, on parle de ce problème des maladies nosocomiales, mais il y a un nombre de procès colossaux, un nombre de patients très important qui pensent que c'est très dangereux d'aller à l'hôpital, que le risque est immense. Et puis aussi, il y a des patients qui, dès qu'ils ont une petite infection, qui n'est pas liée forcément à une opération, parce que ça peut être une contamination un peu avant ou un peu après, veulent incriminer l'hôpital et aussi faire des procès pour toucher des dommages et intérêts. Donc le problème est un petit peu complexe, et notamment s'il n'y a pas une antibioprophylaxie, il y a une culpabilité du service soignant qui peut être attaquée devant les tribunaux. Juste pour terminer, en 30 secondes, vous teniez à parler également de la maladie des prions. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors la maladie des prions, ce sont des virus qui nous a beaucoup posé de problèmes il y a une quinzaine d'années pour la stérilisation. Ce sont des virus très dangereux qui attaquent le cerveau, et je voulais savoir aussi où est-ce qu'on en était à ce niveau-là. Alors oui, là vous avez raison, il y a 15 ans, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises pour éviter la transmission des prions. Donc vous savez, à l'origine de cette fameuse maladie de la vache folle avec les risques de transmission à l'homme, ça a été essentiellement des méthodes pour les endoscopes, etc., ou des méthodes en neurochirurgie. Là, je pense que là aussi, c'est une victoire de la lutte contre les infections nosocomiales et des décisions qui ont été prises pour lutter contre cette transmission de prions. Et aujourd'hui, je dirais, je ne sais même plus si on a eu des cas déclarés récemment. Enfin, Professeur Crémieux, il nous reste 1 minute pour ce réfois. C'est bien trop court pour parler de ce Covid qui nous tient lieu tout simplement de vie, et il nous accompagne dans notre vie depuis 4 ans maintenant. Je vous propose juste pour peut-être conclure sur par rapport à votre livre, Les citoyens ont le droit de savoir, paru chez Fayard. Il y a 19 recommandations dans votre ouvrage. Voilà, j'en énumère quelques-unes peut-être. Je fais la conclusion à votre place, mais vous aurez le dernier mot. Il faut un plan, mais pas une solution toute faite. Il ne faut pas essayer de rassurer à tout prix, ne pas penser que ça ne va pas nous arriver, qu'on est meilleur que les autres. Il ne faut pas avoir de préjugés sur le comportement de la population. Vous avez 15 secondes. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez dire ? Moi, je crois ça. Il ne faut pas avoir de préjugés sur le comportement de la population. Des pays, les gouvernants ont dit jamais ma population ne supportera un confinement. La population s'adapte. Elle s'adapte aux dangers perçus. Le comportement de la population paraît le mot de la formidable. fin, Serge Rafal, un mot. Que j'ai emprunté à un scientifique américain que vous citez. Nous ne savons pas actuellement comment commence une pandémie, comment elle évolue, comment elle se termine. Merci. Nous sommes en territoire parfaitement inconnu. Merci professeur Crémieux d'être venu. Anne-Claude Crémieux, Les citoyens ont le droit de savoir, paru chez Fayard. Merci à vous. Merci docteur Serge Rafal, merci docteur Mix. Réfois, Serge et Nicolas Rafal.